Donc là, on est sur le pont du Carrousel. Pour commémorer l'assassinat de Brahim Bouaram. Parce qu'en 1995, il y avait déjà, comme tous les 1er mai, une manifestation du Front National. Et il y a 10 manifestations qui étaient dans cette manifestation-là, qui sont venues et qui ont jeté Brahim Bouaram à la Seine. Ça a été le passage à l'acte le plus horrible, le plus tragique. Ils l'ont jeté à la Seine, il s'est noyé. Depuis 18 ans, chaque 1er mai, avec vous, nous rendons hommage à Brahim Bouaram et aux victimes du racisme et de la xénophobie. Chaque 1er mai, nous appelons à vivre ensemble et nous condamnons le racisme, l'antisémitisme et l'islamophobie. Dire que non seulement on n'oublie pas Brahim Bouaram, mais on n'oublie pas aussi ce que c'est aujourd'hui le Front National et qu'il est urgent de combattre contre ces idées, contre ce parti et pas les laisser se développer impunément. Mais on a su très bien qu'à travers l'Europe, dans les mêmes années par la suite, il y a eu des actes de la même gravité et ayant le même effet. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on se mobilise à chaque fois. On voit les réactionnaires de tout poil, mais y compris justement les organisations fascistes, reprendre les rues et c'est extrêmement important de ne pas leur laisser ce terrain-là. Aujourd'hui, il y a besoin d'avoir une vraie réponse politique forte à tous les niveaux contre les mouvements d'extrême droite, contre les droites extrêmes, contre les groupes fascisants, mais aussi contre l'imprégnation de leurs idées dans l'ensemble de la société française, je veux dire, y compris dans des partis politiques. Si on aime la France, on respecte les valeurs de la République et on aimerait qu'eux aussi respectent les valeurs de la République, tout simplement. Que si on n'est pas nombreux à essayer de riposter par rapport à ça, eux vont de plus en plus réitérer ce genre d'expérience. Et pour tout cela, nous luttons et nous continuerons jusqu'à ce que ça cesse. Voilà, nous sommes toujours là. Voilà. On est au pays des travailleurs. C'est la fête des travailleurs, ça représente la lutte. Depuis 1886, on marque le 1er mai. En 1886, à Chicago, il y avait une manifestation pour la journée des 8 heures. Il y a eu un certain nombre d'incidents qui ont permis d'assassiner des camarades anarchistes américains de cette époque. On est là pour commémorer tout ça, parce que c'est important, surtout dans les temps d'aujourd'hui, c'est la crise. C'est une journée festive où on se retrouve, où on explique par des slogans qu'on existe et qu'on a des choses à dire. Résistance ! Encore une fois, il y a pas mal d'immigrés, de gens qui sont en France, qui vivent en France, qui travaillent, qui sont avec nous, quoi. Donc c'est aussi la solidarité internationale. Nous aussi sur le territoire français, on est des travailleurs, non pas des immigrés, mais des travailleurs français. Nous sommes face à une nécessité absolue de faire face à la finance. Nous avons prévenu contre le sale boulot qu'allait faire Hollande. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de mécontents, mais toutes les organisations ouvrières à l'époque, y compris la CGT, qui est un syndicat qui a appelé à voter Hollande. La lutte, elle se passe dans la tête. Avant de la faire dans la rue, il faut d'abord la faire dans la tête. Je suis sûr que le communisme, c'est l'avenir. On t'apprend à obéir à l'autorité, à fermer sa gueule. Il faut fonctionner comme ça. Moi, je dis non. De recul en recul face à un certain nombre de reniements gouvernementaux. Je ne pas avoir d'illusion non plus sur le fait que l'État, dirigé par Hollande ou par n'importe qui, pourrait interdire les licenciements. Le système capitaliste vit sur les licenciements, donc il ne va pas couper la branche sur laquelle il repose, quoi. Soutenez les grévistes de PSA, on est en grève. On grève depuis 3 mois et demi. On est là pour manifester, c'est parce que l'usine va fermer, ça fait 3 mois qu'on est en grève. Le premier fait du travail, on perd notre boulot dans un mois, donc on va être jarté comme des... un mot poli, quoi. T'as pas un mot poli là? D'accord, ok, bon. Je vais pas dire le mot MERD, bon je vais pas le dire, bon peu importe, mais qu'on ait 10-15 ans de boîte, voilà. Fin d'année, on est tous dehors. C'est indigne, c'est indigne, c'est indigne, on n'en veut pas, on se rassemble, on gagnera. Les gens qui ont le pouvoir actuel,
ils inculquent aux gens que l'exploitation justement c'est naturel, que c'est dans l'homme, c'est ancré dans l'homme, voilà, que c'est comme ça. Que si toi tu crèves la dalle et le mec il achète un yacht de luxe, c'est comme ça, on n'y peut rien. Alors que non, absolument pas. Que si le mec il a un yacht de luxe, c'est parce que c'est à toi tu as fourni son blé. Il faudrait être beaucoup plus nombreux. Nous on est là, hein, donc nous on n'a pas de problème, mais il semble que d'autres organisations considèrent que bon, le moment n'est plus de se battre. Bon. Plus scission syndicale avec la CFDT, ils ont vendu leurs âmes au diable, on peut dire, au patronat, avec l'ANI, l'accord national pour l'interprofessionnel. Ce qu'on pense de l'ANI, c'est tout simplement que ça détruit le code du travail, ça détruit le droit des travailleurs. Les employeurs pourront plus licencier plus facilement pour des petites choses qui normalement sont pas terribles, quoi, genre ne pas vouloir être mobile. C'est la casse de l'emploi, casse du CDI, on n'a jamais vu ça, c'est la continuité de la politique de Sarkozy, mais Sarkozy n'avait même pas osé le mettre à l'époque. Les avancées pour le MEDEF sont tout à fait substantielles d'ailleurs. Madame Parisot a le bon goût de le reconnaître. S'il y a aujourd'hui ce gouvernement, eh bien c'est grâce à ceux qui aujourd'hui sont dans la rue. C'est pas grâce à Madame Parisot qui elle a fait campagne pour Nicolas Sarkozy de manière très claire en 2012. La France elle a voté pour quelqu'un qu'on appelle Flamby. Bah il a rien fait, hein. On n'a même pas le droit au caramel. Il faut qu'on soit dans la rue pour être visible devant les gens, même si les médias nous occultent à part Télévocal. Un bras d'espoir, beaucoup de PCF et voilà, la vie est belle. Sera le genre humain, c'est la lutte finale. À votre avis, les communistes, c'est quelque chose qui existe encore ou pas? Comment? Les communistes, est-ce qu'il y en a encore quelques-uns encore ici? Bah oui, c'est plus loin. Non, il y en a encore des millions de communistes. Le chapeau de bolchevique, le fameux chapeau de bolchevique de 1917. Ah, mais je suis pas pêché sur une PA, moi. Ah, bon, est-ce que vos brochettes sont vraiment des brochettes communistes? La brochette communiste est meilleure que la brochette capitaliste. Bien sûr, oui, c'est beaucoup mieux la brochette communiste. Et vive la brochette communiste! Ouais. N'importe quoi! Vous aurez souhaité l'international, vous, hein? Oui, tout à fait. Ce serait mieux que la Marseillaise, hein? Exactement. Oh, alors lui, il a l'air jeté, mais alors jeté, quoi. Oui. C'est bon, madame, merci. Monsieur, est-ce que vous avez des brochettes, des merguez communistes? Non, je suis socialiste. UMP, c'est Chipolata. Et les blancs. Chipolata, voilà. Là, on a l'UMP. Là, on a la communiste. Oui. Et là, on a le PS. D'accord, qu'est-ce que vous voulez manger alors? Est-ce que tu penses que c'est une crêpe révolutionnaire, ça? Complètement révolutionnaire, celle-là, pour le coup. T'arrives pas à avoir la main dessus. J'arrive pas à la saisir, c'est dire si elle est complètement autonome et... N'importe quoi. Solidarité avec les peuples grecs. Allez en Grèce et vous allez voir, vous constaterez par vos propres oreilles et vos propres yeux. Alors il y a 15 solutions pour sortir de la crise. Bon, déjà une. Mais une. Ayez le sourire. Si on a ras-le-bol. Si je peux me permettre, vos questions sont un petit peu orientées. Bon ça. Et votre micro, il donne pas envie, vous me le mettez dans la figure. Voilà, c'est surtout ça. C'est surtout C'est surtout que t'as peur des rats, surtout. C'est là qu'on gonfle les ballons à l'hélium, tout ça. Elle est bien votre kermesse aujourd'hui. Ah oui, je suis un chevalier des temps modernes qui défend les causes perdues. N'importe quoi. Pourquoi? Parce que regardez, aujourd'hui, on n'a pas de ciel bleu, encore une fois, à cause de ces fameux avions qui volent et qui... parce que c'est pas du kérosène actuellement. Le ciel, il faut qu'il soit plus clair. Et moi, je dis qu'il est blanc, ce ciel, en réalité. La géo-ingénierie, c'est en fait la science de la manipulation du climat. J'aimerais bien que ce soit pas sérieux, honnêtement. Vous avez déjà entendu parler de la géo-ingénierie? Non. Des gens qui agissent sur le climat pour nuire aux humains? Non. N'importe quoi. Malheureusement, c'est le premier assassinat politique en Tunisie. De toute façon, toute démocratie se paye. Le peuple tunisien est un peuple conscient. C'est un peuple, le peuple émancipé qui a tout le temps lutté depuis Carthage jusqu'à présent.
ça veut dire quoi? Chante. Vive la Tunisie. Ah, c'était les vocales. Ah, tu vois, la dame elle connaît, tu connaissais pas toi. Non. La dame elle connaît les vocales. Mais moi je suis vieille. On est à Bastille, on est là pour marcher pour la légalisation du cannabis. Vive le cannabis libre! Touche pas à mon pet! C'est important pour moi parce que je pense que la liberté pour chacun est importante. Nous sommes pas des enfants, nous sommes des grandes personnes et je pense qu'on sait ce qui est bon pour nous. François Hollande avait mis dans sa promesse de campagne qu'il légaliserait le cannabis. Ça fera 1 an demain et on l'attend toujours. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit se faire, même sur le point de vue économique, ça a ses intérêts. Il y a des économistes qui parlent de 300 000 emplois en France si jamais on légalise le cannabis. Ça permettrait de relancer l'économie. Sur la ville d'Auckland, il y a eu plus de 1 million de dollars récoltés en 1 an grâce à l'industrie de la marijuana. Demain ils légalisent. Je travaille dans un coffee shop toute ma vie, je suis plus jamais au chômage et je paye des impôts. Si demain on légalise le cannabis, déjà on peut avoir un meilleur suivi des consommateurs. Plutôt qu'aujourd'hui avec le marché noir sur lequel il n'y a aucun contrôle au niveau sanitaire. Justement dans mon site on peut pas savoir ce qu'il y a plein de saletés etc. Alors. Maintenant il y a les Cannabis Social Club qui se sont mis en place. Un Cannabis Social Club est une association qui permet tout simplement l'autoproduction du cannabis. Ça permet de contrôler la qualité et la quantité de produits distribués. Il faut pas croire que c'est mauvais, il y en a ils jugent ça comme si on était des drogués. C'est une drogue d'une certaine manière, tout autant que je la mets même en dessous que le tabac en soi. L'alcool est en vente libre et que ça fait des dégâts terribles. On ne connaît pas de mort par cause de cannabis. Par mélange, oui. Il y a eu une campagne de diabolisation sur le cannabis énorme avec des films alors qu'on en était au début du cinéma. Et on disait si votre enfant fume du cannabis, il va se tuer tout de suite. Des énormités. Je connais plein de gens de ma génération qui ont entre 45 et 50 ans et qui fument et qui ont toujours fumé. Ça leur a jamais fait de mal ni pour leurs études, ni pour leur vie professionnelle, ni pour leur vie de famille. Alors toi t'as gagné le prix du look, c'est le total look. Bah visiblement oui, ce vert jaune rouge c'est les couleurs de l'Afrique, c'est les couleurs Rasta. Pourquoi je fume? Bah ça me relaxe déjà. C'est pour me relâcher tous mes sens, c'est pour me mettre dans un état d'esprit comme tu dis. Ça permet de se socialiser. Ça m'a permis de me désinhiber, j'étais quelqu'un de très timide. Je pense que ça nous donne une connexion avec la nature, le monde, on est plus réceptible, on est plus sensible aux choses, à l'humain. Mais on n'est pas là pour se défoncer la tête complètement. Moi j'aime la drogue, moi. En fait là c'est pas le moment de me poser des questions. Le cannabis, c'est aussi une plante thérapeutique. J'étais en 92 en ex-Yougoslavie et voilà, j'ai une blessure de guerre. Et c'est la seule chose qui me calme. Ouais, moi j'ai une maladie et ça me calme vraiment mes douleurs, quoi. En Californie, on se sert de la marijuana dans des buts thérapeutiques et médicaux contre le cancer, la sclérose en plaques et même l'asthme. Et il y a des milliers de gens qui témoignent s'être soignés ou avoir soigné des membres de leur famille grâce à une plante qui est interdite par les autorités. Je suis prêt à aller en prison pour ça, pour le cannabis thérapeutique. Alors halte à l'hypocrisie et un peu de courage aux politiques. Vive le cannabis. Marie-Jeanne. Est-ce qu'on peut vous demander s'il y a des choses qui vous énervent dans votre quotidien? Ouais, mon travail. De quoi? Dans votre quotidien, est-ce qu'il y a des choses qui vous énervent? Pratiquement tout. Là, je suis en retard. Ça vous énerve. C'est quoi votre travail? À la poste. C'est énervant parce que vous avez un rythme de travail, une densité de travail. Le soir, je sors, j'ai mal au dos, je suis stressée. La circulation. La circulation? Voilà. Parce qu'il n'y en a pas de place d'abord pour garer une voiture et ensuite il y a trop de voitures pour circuler. La grisaille alors qu'on devrait avoir un beau soleil, par exemple. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Mais ça c'est bête, ça me vient à l'esprit maintenant. Quand ils ne s'arrêtent pas pour me faire passer dans la rue. La deuxième chose qui m'énerve aussi, c'est la pollution. On sent quand même que l'air qu'on respire à Paris, ce n'est pas l'air pur qu'on peut avoir à 30-40 km de Paris. Il y a des choses qui m'énervent. Ouais.
Oh, plein de choses m'énervent. Des gens qui sont cons. Tout le monde. Je sais pas, ils marchent pas bien, pas droit. Oui, les gens qui regardent pas derrière. Qui regardent pas derrière. C'est-à-dire les gens qui vous passent devant le nez, qui passent pas derrière, qui sont tout seuls au monde. Je sais pas, je suis tout le temps pressé quoi. C'est qu'on me tienne pas la porte quand je passe. Les gens qui te laissent pas descendre dans le métro, qui se mettent devant les portes elles s'ouvrent. Et toi tu peux pas descendre, tu es obligé de dire pardon, ils ont tous des écouteurs, ils t'entendent pas, alors tu mets un coup d'épaule et tout, et au final tu te fais engueuler parce que tu leur rentres dedans. Ça m'énerve. Est-ce qu'il y a des choses qui vous énervent dans votre quotidien? Oui, d'être ennuyé quand j'ai pas envie. Comment ça, mais on vous ennuie pas là? Non, si. Et les Parisiens. Les Parisiens. Ouais, c'est toujours pressé, faut toujours se dépêcher. J'ai pas la patience à répondre à... Toujours de mauvaise humeur. Qu'est-ce qui m'énerve dans les quotidiens? La façon que les gens comportent, c'est tout. Ils se comportent comment les gens? Méchamment. Là, on vient de me faire agresser par un mec qui a son bébé en train de le pousser. Je suis passée, j'étais devant lui parce que je suis noire, alors il fallait que je le laisse passer. Voilà, vous voyez. Tout m'énerve, surtout aujourd'hui. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je sais pas. C'est comme ça. Le bruit, oui. Le bruit? Le Quel bruit. genre de bruit? Ah bah le bruit, tous les bruits de la ville quoi. Parce que moi je suis de la campagne. Pourquoi m'énerver? Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas à mon goût, mais pas spécialement qui m'énervent. Ah, les pigeons. Les pigeons? Ouais. Ça t'énerve les pigeons? Ouais, les pigeons ça m'énerve. Pourquoi ça t'énerve? C'est chiant, ils sont tout le temps devant nous là, ils sont tout le temps en train de... on est obligé presque de marcher dessus pour les... Et puis ça chie partout, c'est dégueulasse. Et d'ailleurs ils volent des fois à hauteur d'homme, c'est vraiment dégueulasse. Non, c'est nul les pigeons. Il faudrait les éliminer. Bon, sinon dans l'ensemble tout va bien. Bon, on se plaint pas, on se plaint pas, on fait avec. Nous sommes à l'Hôtel-Dieu au cœur de Paris. Un des plus vieilles hôpitaux de France qui répond à 9 arrondissements du centre de Paris. Qui est le premier qui a été construit à Paris. En 651, c'était un dispensaire. C'est un symbole de la solidarité dans la mesure où avant l'Hôtel-Dieu était construit ailleurs mais qui était fait pour recevoir effectivement les pauvres. Et là, il y a une décision qui vient de tomber, une annonce de fermeture des urgences au 4 novembre. Et nous sommes en train de nous battre contre la fermeture de l'Hôtel-Dieu. C'est votre hôpital, c'est notre hôpital, c'est pas l'hôpital de la direction générale et ni du ministère, c'est l'hôpital des citoyens publics. Déjà, les besoins en santé de la population ne sont pas satisfaits. On commence à fermer des services qui marchent. Je dirais que c'est grave, mais c'est une conséquence de la crise et de l'austérité. On va le fermer par plan d'économie. On supprime 1000 emplois par an à la science publique depuis 4-5 ans et ça continue. Donc 1000 emplois, c'est l'équivalent d'un établissement. Ils ont fermé l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul dans le 14e arrondissement. Ils sont en train d'essayer de fermer Hôtel-Dieu. Nous, on demande un moratoire parce qu'on pense qu'il ne faut pas fermer ce service d'urgence, qu'il est absolument indispensable à Paris. J'habite le 2e arrondissement. Il m'est arrivé déjà d'accompagner quelqu'un en urgence qui était limite du passage à l'acte. Et heureusement qu'il y a eu des urgences pour qu'il y ait au moins un refuge. Tous les patients sont catastrophés. Le service psychiatrique, il n'y a que que du personnel de qualité. Quand vous sortez du service, c'est le seul hôpital, moi j'en ai fait malheureusement plusieurs, c'est le seul hôpital où quand je sors, je suis en pleine forme. Et c'est comme une grande famille cet hôpital. Ça fait un moment effectivement qu'il est menacé de fermeture. Il y a déjà plusieurs services qui sont partis depuis l'année dernière. On est en train de le démanteler. Pour pouvoir ensuite vendre. C'est vrai que c'est un hôpital qui est assez ancien. On nous dit qu'il est vétuste et c'est pour ça qu'on veut le fermer. Mais en fait, on a plein de salles qui ont été refaites. Donc en fait, c'est un prétexte de nous dire que la vétusté de l'hôpital. Sûrement pour faire, je sais pas, un hôtel de luxe ou voilà quoi, j'en sais rien. Ceci pour des sombres raisons financières et budgétaires, c'est-à-dire réduire l'offre de soins publics, l'engagement de l'État dans le service public hospitalier et ouvrir vers le privé. Pour les gens qui sont riches, pouvoir aller se faire soigner dans le privé. Pour les gens qui sont pauvres, ils vont faire des salles d'attente de 24 heures et attendre. Voilà. Vous avez des pays où la crise est encore plus grave, comme le Portugal, la Grèce. Ce que ça donne, c'est la fermeture de peut-être 30% des hôpitaux publics. Et vous avez l'extrême droite qui crée ses propres dispensaires où il n'y a que les Grecs qui sont soignés. Si on continue dans les réductions de dépenses sur l'autel de l'austérité, il est clair qu'on va aller dans des drames humains. D'ailleurs, il y en a déjà. On dit c'est le cœur de Paris, mais c'est le seul hôpital qui a autant de cœur.
Vraiment, je vous jure, c'est vrai. Et ça fait 13 ans que je viens ici. J'espère que ça ne se fera pas. Nous nous trouvons près de la Fontaine des Innocents. On est sur une manifestation pour lutter contre l'islamophobie. Il y a un gros problème d'islamophobie, de xénophobie en général, et d'islamophobie en particulier dans notre pays. On est là parce qu'on était discriminés à l'école de nos enfants, qui nous interdit de faire des sorties scolaires parce qu'on porte un foulard. Il y a une circulaire ingrate, la circulaire Châtel, qui a été reprise par la gauche, qui donne le droit à des chefs d'établissement d'élaborer des règlements intérieurs qui sont complètement discriminatoires. La question qui se pose, c'est quelle laïcité on défend. La loi de 1905 inscrit le respect de la liberté de conscience. C'est d'abord une loi de séparation de l'Église et de l'État. L'État doit être neutre, il doit être indépendant. Il n'est absolument pas nécessaire d'y ajouter de nouvelles choses qui apportent de la confusion. Ce qui importe, ce n'est pas la question du voile, c'est la question de l'obligation de porter un voile ou pas pour une femme. Je pense que lorsqu'on est féministe, on doit permettre aux femmes d'avoir les mêmes libertés publiques que les hommes. Vous voulez porter le voile, bah portez le voile. Vous voulez vous raser la tête, rasez-vous la tête. L'émancipation, ça marche pas. Vas-y, maintenant tu t'émancipes et comme moi j'ai décidé, c'est complètement contradictoire. En France, on n'embauche pas une femme qui porte un foulard, que ce soit dans le public, voilà, la loi est ce qu'elle est et c'est respectable. Dans le privé, même si légalement il est parfaitement interdit de discriminer sur la base de l'apparence ou de la confession religieuse, ça se pratique simplement. Vous n'allez pas au travail, vous n'allez pas au loisir, vous n'allez pas à l'accompagnement scolaire, ça veut dire qu'on est en train de faire quelque chose qui est antisocial. Je crois qu'il y a quand même une vraie part de méconnaissance, mais méconnaissance qui est travaillée, accentuée, orientée. Je veux dire, quand j'entends par exemple Estrosi interdire les you-you pour les mariages dans sa mairie. Au nom de la France, on crée du communautarisme. Et ça, je trouve ça profondément dommage. On nous pousse dans ce côté-là, de par les comportements en général, de par les attitudes, de par les lois. La France se fait condamner d'ailleurs par toutes les instances exécutives et consultatives, mais on s'en fiche. Quand on pense par exemple à l'idée d'étendre le principe de laïcité à l'ensemble du Code du travail ou au moins aux personnes qui participent, qui travaillent dans la petite enfance. Il y a quelques années, il n'y avait que Marine Le Pen qui défendait ça. Et aujourd'hui, on a le PS qui s'apprête à légiférer sur cette question-là. Je suis assistante maternelle. C'est des questions c'est personnel. Est-ce que vous allez faire la prière devant l'enfant? Est-ce que vous allez accueillir le papa? Est-ce que vous allez leur donner à manger du porc? Tant que les parents sont au courant qu'on porte le voile, ils ont signé le contrat. Alors, mais il est où le hic? On tend à vouloir faire croire aux gens que tout le monde est islamophobe. Ce n'est pas vrai. On a beaucoup de nos citoyens français qui sont complètement tolérants vis-à-vis de ce sujet-là, qui apportent leur soutien aux femmes voilées. Les diversités sont des richesses, elles ne doivent pas être vues autrement. Et ce n'est que comme ça qu'on pourrait arriver à avoir une meilleure société où chacun se sentirait chez soi et est responsable de la société. Qu'est-ce qui vous fait peur, vous, dans la vie de tous les jours? La prison, les crocodiles. T'as déjà été en prison? Non. C'est pour ça que j'ai peur. Si jamais t'en croises un, tu fais quoi? Eh ben je cours, hein. Ma pire phobie, de me faire tuer. Arriver en retard. Ouais, c'est ça. Voilà, exactement. Là, je ressors d'un traumatisme déjà, en fait. Je me suis fait tabasser à coups de matraque en marchant, en sortant du boulot, en fait. Je perds ma mère. Je perds quelqu'un de la famille. Ça me fait peur. En rentrant tard le soir, voilà, des agressions comme ça peut arriver. Hein. Je vois pas que le ciel me tombe sur la tête. Qu'est-ce qui me fait peur? De ne pas avoir assez d'argent. Me noyer. J'étais petit et j'ai été pris par une vague plus grosse que les autres. J'ai été entraîné vers le fond et j'ai eu beaucoup de chance. Je m'en suis sorti tout seul. M'être enfermé? Rester dans un ascenseur, ça m'est déjà arrivé. Ça fait peur au début, mais après je me suis endormi. Je suis claustrophobe. Je veux pas en parler, c'est trop douloureux. Non, je ne prends pas les ascenseurs. Oui, j'ai peur des dinosaures. Ma seule peur, c'est peut-être le serpent, parce que ici, peut-être qu'il n'y a pas de serpent venimeux, mais en Afrique, il y en a énormément. Ça fait longtemps qu'on n'est plus dans la jungle, confronté aux tigres, donc ça devrait aller. Les rats. Je monte sur une chaise. Je monte sur une chaise et ça va. J'ai eu la phobie de la voiture pendant un moment, parce que j'avais eu un accident. Être mangé par des asticots. J'ai eu mon accident, j'étais sur le siège arrière, et j'avais pas ma ceinture, et c'est ça qui m'a sauvé la vie. Dis que Sarkozy revienne au pouvoir. Je crois que c'est la folie qui me fait le plus peur. Le non-contrôle de la personne. Les éléphants, c'est gros, ça peut être gentil, mais ça peut être dangereux quand on fait pas attention. Avoir peur, ça sert à rien. À 80 ans, on n'en a plus rien à foutre. Merci.
les pavés sont tous sanglants. Oui, mais ça branle dans le vent. Les mauvais jours. En deux mots, est-ce qu'il y a des choses que vous avez retenues dans l'actualité de cette semaine, des choses qui vous ont interloqué, interrogé? Oh là là. Questionnez vous-même dans votre fort intérieur. Questionner moi-même dans mon fond intérieur. J'ai rien retenu. Oh Moi, ce que j'ai retenu, c'est que c'était hier, je crois, ou avant-hier, on a quand même volé 800 millions de bijoux à Cannes. Et à la fois, ça me surprend, à la fois, ça m'amuse parce que je vois que les professionnels du vol ne chôment pas. Moi, je suis dans l'enseignement, donc c'est par rapport à Payon, toutes ces réformes qui, soi-disant, vont être au bénéfice des enfants. Et en fait, moi, j'y crois pas du tout. Il paraît, en 2014, l'école va venir le mercredi. Il y a plein d'enfants qui vont à l'école des sports et ils ne peuvent pas y aller à cause de ça. Et moi, j'ai votre contre. Le vote par le Conseil constitutionnel. Sur quoi? Du mariage. Je crois beaucoup en Dieu, et sincèrement. Mais Dieu, il va se fâcher. Comment une petite? C'est une grande victoire, 14e pays. Hein, avec les enfoirés du mariage pour tous, et de la famille et de machin, ils l'ont in the baba. C'est triste à dire, pour moi c'est péché. J'aime beaucoup la communauté homosexuelle. Mon frère était homosexuel, il est mort même le pauvre. Est-ce qu'on ne peut pas admettre qu'il y a des choses bizarres? Déjà la conférence de presse du président de la République. Mais j'ai pas regardé moi-même. Je reproche qu'il fait exactement la même politique que Sarkozy. Il a viré Sarkozy, c'est déjà pas mal. On ne peut pas faire tout de suite, il faut mettre des fondamentaux. Mais avant de s'asseoir, il était déjà critiqué. Je pense qu'il faut vivre d'espoir et qu'à partir du moment où il y a eu un vote qui a été fait, il faut laisser le temps au temps. Il est en train de nous faire un coup de Trafalgar. Il est aux ordres de Bruxelles. Hein. Je m'attendais à autre chose quand même au départ. Il allait lutter contre les financiers. Et il y a le contre-pouvoir. C'est qui le contre-pouvoir? C'est ceux qui sont tout en haut là, qui tiennent le monde. Avec la bourse. Avoir des couilles bien grosses. Il n'a pas encore assez de volontarisme. Mais on va le pousser, il va y aller. C'est du bidon tout ça. Hein. Je ne pense pas que l'idée du changement est un flop. Le changement dans la continuité. On doit changer, mais on ne doit pas faire la révolution. En tous les cas, ce changement n'est pas révolutionnaire. Moi, je suis pour la révolution. Moi, je suis pour la vraie révolution. Est-ce qu'on ne peut pas admettre qu'il y a des choses bizarres? Alors moi, je suis contre la violence. Alors la révolution, c'est niette pour moi. Je pense qu'un mai 68, il n'y en aura pas. Parce que bon, aujourd'hui, je veux dire, la jeunesse est différente. Je continue à espérer. Ça va passer à la télé? Oui, ça va passer à la télé. Sur quelle chaîne? Sur Télébocal. Tiens, c'est sur la TNT. Voilà, terminé. Bon. Merci beaucoup. Allez, bonjour et Tu m'as dit maintenant, quand tous les pauvres s'y mettront. Madame, est-ce que je peux vous demander s'il y a des choses qui vous ont marqué dans l'actualité de cette semaine, des choses qui vous ont donné à réfléchir? J'ai du mal à parler. Dis-moi, il y a un truc qui t'a marqué dans l'actualité de cette semaine, sur lequel tu as réfléchi, qui t'ont donné à réfléchir? C'est pour ça que j'allais passer mon chemin. Rien ne m'a marqué. Dans l'actualité de cette semaine, peut-être la directrice du FMI qui est entendue par la justice quand même. Non, pourquoi la garde? Non. Dans une histoire un peu louche quoi. C'est très technique tous ces trucs-là, hein, la justice. Non, ça, je me sens pas compétent. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué dans l'actualité de cette semaine, qui t'ont donné à réfléchir? Mademoiselle, qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actualité de cette semaine? Ce qui m'a marqué, c'est les 900 000 € qui vont être dépensés demain pour manifester soi-disant pour la famille, contre le mariage pour tous. C'est bon, la loi elle est votée, on est dans une république, on a élu des députés qui nous représentent et voilà, donc la loi elle est votée, point barre. Ça m'a marqué parce qu'aujourd'hui il y a 4 millions de chômeurs et c'est 900 000 € qu'on va dépenser demain pour requinquer le parti de l'UMP. Pourquoi continuer? On ne va pas revenir dessus. Enfin, une loi, quand elle est passée, si on est en démocratie, on l'accepte et puis c'est comme ça. Parce que la droite, elle était au ras des pâquerettes. Et elle a trouvé, en le mariage pour tous, une superbe idée pour pouvoir remonter dans les sondages. Donc je trouve qu'on se fout un petit peu de la gueule du monde dans ce pays. On est encore dans une France très conservatrice et très catholique malgré tout. Si je suis dans la croyance, je dois être dans la tolérance. Si je suis si catholique que ça, pourquoi je les juge? C'est pas moi de juger. Moi j'étais pas d'accord, mais je la respecte. Si je vois demain des gens se marier, je respecte. Après d'autres choses, si le Bangladesh qui m'a énormément bouleversée. Cet immeuble qui s'est écroulé sur des ouvrières en majorité, où on les maltraite, où on les sous-paye. Et on continue ce système-là en achetant, en allant chez H&M et tout ça. Il y a quelque chose qui t'a marqué dans l'actualité de cette semaine, que tu as retenu, qui t'a donné à réfléchir? Angelina Jolie. Parce
Pascal Nègre, sur Twitter par exemple. Et tu es très jolie. Tes lunettes aussi. Au moment de la mort de Georges Moustaki, il a rendu ses hommages en rajoutant que ses plus grands succès étaient disponibles sur Universal. Voilà. Mis à part ça, là. Non, mis à part ça, j'ai disais Angelina Jolie. Angelina Jolie. Ça a créé sur Twitter, donc, une sorte de vague de colère, de moquerie. Il s'est fait enlever les deux seins. C'est ça. Non, il n'était pas malade, mais il avait beaucoup de chance, beaucoup de risques de développer un cancer parce que c'était génétique. C'était génétique. C'est quand même un acte qui est assez puissant. Une dernière chose qui t'a marqué dans l'actualité? La météo, hein. Il n'y a rien qui m'a vraiment marqué, à part le froid, la pluie et tout ça. On est un petit peu tous pareils, je crois. Alors j'ai lu qu'il est possible que c'est à cause du réchauffement climatique, parce qu'il y a la glace au pôle qui fond. Là vraiment, ça suffit quoi. Venez de front. Ouais, il faut qu'il fasse beau. Faut lutter contre le mauvais temps. Voilà. Quel pouvoir aimerais-tu avoir? Superman pour voler au ciel. Voler, pas d'embouteillage. Quand je vole, j'ai envie de regarder le mur de Paris. Pour être libre, pour voir de haut. Être invisible, ça c'est bien ça. Pouvoir me téléporter. Pour peut-être espionner les gens. Espionner mon gars. Avoir une photocopie, un clone. Comme ça, quand tu viens en cours, c'est ta sœur qui vient et après c'est le contraire. Que ce soit au boulot, on aimerait bien claquer des doigts et déjà chez soi, éviter les transports. Pour gagner du temps. J'aimerais être une princesse. J'achète plein de robes, avoir plein d'or. Être une bonne fée pour réaliser tous les vœux, pour réaliser les vœux pour mes petits-enfants. Apaiser les douleurs, les souffrances. Le sourire à tout le monde, le pouvoir d'être bien dans leur peau. De ceux qui souffrent, de ceux que je vois en souffrance, de ceux qui sont autour de moi. Que tout le monde soit gentil. Moi je souris tout le temps. Je suis une sorcière. Ce serait la liberté de pouvoir faire ce qu'on veut, qu'il n'y ait pas de contraintes, tout simplement. Savoir ce que les gens pensent. Parler toutes les langues. Manipuler les gens grâce à ça. Pour pouvoir communiquer en fait, partout. Quand on part en voyage, à part l'anglais, c'est vrai qu'on communique, mais c'est toujours superficiel. C'est vrai que pouvoir parler la langue d'un pays, ça serait quand même extraordinaire, je pense. Quel pouvoir? Quel pouvoir aimeriez-vous avoir? De la séduction. Dominer le monde. Pourquoi? Parce que je suis dominatrice. Lequel quoi? Un pouvoir. À moi? Oui. Aucun. J'ai horreur du pouvoir. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à la mort. Ça veut dire quoi le symbole? Le Christ et le stérilé, c'est-à-dire que le Christ n'aurait jamais dû être là, vous voyez. C'est abominable. C'est un blasphème. Ça, c'est la République. Ce sont les gauchistes. Et alors, ils se sont trompés, ils ont mis un S. Et mon nom n'a pas d'S, bien sûr. On tue nous-mêmes nos enfants. Ce qui est une folie. C'est contre la raison et contre Dieu. Ou contre Dieu et contre la raison. Et le mensonge, c'est ça. Et c'est ce que fait Satan. Hein? Il vous dira que l'avortement, c'est la liberté. Tuer un enfant, c'est la liberté, naturellement. Et c'est un assassinat. Je pense que, franchement, c'est vraiment un combat du Moyen-Âge, vraiment. Je dis pas que l'avortement ce n'est pas difficile, je l'ai pas vécu, je connais des gens qui l'ont vécu et c'est dur. Les photos qui nous mettent là de l'avortement qui est juste hardcore, on dirait un barbecue ou on sait quoi, c'est comme les photos sur les trucs de cancer. Je ne fume pas, je suis pas fumeuse et pourtant je suis contre les images sur les cigarettes, dans le sens où c'est des images extrêmes de torture, etc. Et qu'au lieu de s'attaquer à des libertés des gens ou des choix humains, il devrait peut-être s'attaquer aux droits humains, par exemple, ou dans d'autres pays, il y a vraiment des choses beaucoup plus importantes auxquelles il faudrait se battre. Vous admettez que tuer un enfant, tout va bien. C'est pas un enfant, la conscience humaine, elle arrive que tardivement. C'est évidemment. C'est pas parce que la naissance d'ongle ou quoi que ce soit, vous ça êtes fait complètement dans l'erreur, Charles. Mais n'importe quoi. Vous avez un principe complètement. Alors c'est un crocodile, c'est un quoi? Mais c'est vous le crocodile. C'est un insecte. C'est à vous le crocodile. L'évolution, elle existe. Non, écoutez, ne restez pas là, je vous en prie. Si vous êtes je resterai là. Restez pas là parce que ça vous dérange. Je vais la police alors. Bah non. Appelez la police, voilà, se cacher derrière. Je vous demande gentiment de partir. Mais non, vous n'avez pas
voilà, on est gentiment de partir. On exprime autant nos droits. Non, mais vous n'avez pas. Nous sommes là, Vous n'avez pas à les interroger. Xavier, il n'y a pas de l'autre côté. Donc en fait, il faut juste prendre vos points de vue et pas ceux des autres. Je veux bien, mais nous avons les opinions, enfin des idées absolument inverses. Oui, mais faut pas. D'accord. Est-ce que vous êtes croyant? Est-ce que vous acceptez toute l'évolution que vous avez vue? Est-ce que vous êtes d'accord avec tous les principes nouveaux abominables? Ils sont abominables. Pourquoi abominables? On évolue, on essaye de se comprendre. Marier les homosexuels, c'est abominable. Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Mais nous sommes dans une société. Mais vous savez que les espèces d'insectes, ils se reproduisent homosexuellement? Mais une société de Lucifer. C'est Satan tout ça. Mais non. C'est satanique. Mais non. Mais en quoi c'est satanique? Mais satanique, le plaisir, c'est satanique? Non, pas ça. L'amour, c'est satanique? La passion, c'est satanique? Non, il y a une façon de s'aimer, mais pas. Dieu a dit, Dieu est amour. C'est pas pour dire le contraire. Mais je dirais, Satan, c'est la révolte contre Dieu. Et ce que vous dites là, c'est de révolte contre Dieu. Alors, il faut se marier entre homosexuels, il faut tuer nos enfants. Mais je dis, c'est contre Dieu, c'est un péché grave, c'est un crime. Attendez. Tuer un enfant, c'est un crime. Je suis prêt à parier qu'il y a beaucoup plus d'homosexuels, beaucoup plus chrétiens que vous, qui savent beaucoup plus prôner l'amour que vous. Vraiment, sincèrement. Je demande que l'amitié, mais pas de cette façon. Dieu a dit aimez-vous, mais pas de cette façon. Mais c'est vous qui interprétez ça comme ça. L'amour n'engendre jamais la haine, donc point barre. Mais c'est pas la haine, il n'y a pas de haine. Vous n'êtes pas en colère contre les gens? Dieu a dit aimez vos ennemis. Dieu a dit ça. La religion chrétienne. J'ai rien contre vous, monsieur. J'ai juste quelque chose contre vos principes. C'est contre nature. L'homosexualité et la négation. Vous entendez bien, la négation. Je suis médecin. Et la négation de la génétique, de l'anatomie, de l'anatomie ne fait pas l'amour. Génétique, c'est la négation de la génétique, de l'anatomie, de la physiologie et de la psychologie, de la différence et de la complémentarité des sexes. Donc je dirais c'est tête en bas. Alors si vous voulez vivre tête en bas, allez-y. Je vais vous répondre en mieux. Mon grand-oncle était médecin et chirurgien. Grand-oncle. Médecin et chirurgien. Oui, il était médecin et chirurgien. Il était écrivain et il a écrit un ouvrage couronné par l'Académie européenne de médecine qui existait déjà à l'époque. Et dans cet ouvrage, il démontrait que c'était une maladie que l'on pouvait soigner de 3 façons et que nul n'y était condamné. On peut soigner un homosexuel qui souhaite guérir, parce que c'est vrai que comme les tabagistes, les alcoolistes et les drogués, il y a des homosexuels qui ne souhaitent pas guérir, on les laisse tranquilles ceux-là. Mais ceux qui veulent guérir, eh bien ils ont droit soit au secours de la psychanalyse, soit au secours de la chirurgie, soit au secours de la médecine, et ils ont aussi droit au secours de Dieu et des sacrements. Et nous, dans ma paroisse, notre curé reçoit les homosexuels qui souhaitent être aidés et soulagés, parce qu'ils voudraient guérir et sortir de cet état, et ils y arrivent très bien avec notre curé. Vous demandez de l'aide, c'est que vous leur avez mis dans le crâne que c'était une maladie, que c'était une erreur. C'est une influence. C'est comme la télé-réalité, c'est leur mettre dans le crâne qu'ils sont débiles et qu'il faut dire des conneries. Et ça, par contre, personne ne réagit. Il y a des gens de Montpellier qui se sont déplacés, des policiers de Montpellier qui se sont déplacés à Paris pour défendre une cause pareille. Vous imaginez la mobilisation nécessaire pour une si petite cause, pour une vingtaine de personnes, je suis désolée, qui, je pense, ont refusé de grandir avec les générations qui arrivent. Je dis pas que le monde va bien, je dis pas qu'on va forcément vers un monde utopique, je sais qu'il y a des problèmes, mais c'est pas celui-là le problème. À force de multiplier les lois mortifères, comme celle qui vient de nous être imposée et celle que la petite Hollande veut absolument nous imposer par la suite, eh bien à force de cela, effectivement, le Seigneur sera obligé de redonner un nouveau déluge, à moins que nous soyons si nombreux à le prier et à essayer de convertir nos frères, qu'il nous épargne sa colère, ce dont je le supplie tous les jours. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. On abolit la peine de mort, jamais on a autant tué, salopard. Qu'est-ce que vous en pensez de ce groupe-là, madame? Madame, vous avez entendu l'autorisation de manifestation. Ah, c'était les bocals? Ouais. Eh bien, écoutez, moi, je trouve que ça, c'est anormal. Qu'on tolère ce genre de choses parce que ils prient, hein? Ils disent le Salve Regina, je peux vous le chanter, hein? Salve Regina, Mater Misericordia, etc., etc. Hein, je le connais. Hein, les prières, le Notre Père, etc. C'est scandaleux. On prie dans une église, on prie chez soi, on prie sous un arbre, dans un parc, n'importe où, mais on ne vient pas faire ce scandale. Et je trouve invraisemblable qu'on puisse autoriser des prières de rue
pour quelque cause que ce soit. La fois prochaine, ici, le 25 mai, même heure, donc 10h15, Pelleport. Ça se passe toujours bien parce que c'est pour le Seigneur et qu'il nous accompagne et qu'il est très heureux. La preuve, dès qu'on arrive, il donne le soleil alors qu'avant, le temps était gris. C'est vrai.